Lorsqu'on dit président et Russie, la première chose qui nous vient en tête, c'est Vladimir Poutine. Pourtant, sur les 30 années que la nouvelle Russie existe, on oublie souvent le tout premier président, qui est tout de même resté au pouvoir pendant 10 ans, durant toute la période post-soviétique. Yeltsin. Profitant des réformes de Gorbatchev qui souhaite donner plus d'indépendance aux États de l'URSS, il est élu président de la Russie soviétique, poste nouvellement créé pour l'occasion. Et comme tous les autres États soviétiques à cette époque, il utilise ces mêmes réformes pour s'émanciper au maximum de l'Union. Pour la faire courte, tout le monde voulait se barrer de l'influence des communistes et de Moscou. Même la Russie. Mais ça ne plaît pas au gouvernement de l'URSS, qui en 91 organise un coup d'État pour éjecter Gorbatchev, accusé de mener l'Union à sa destruction. Yeltsin s'oppose alors aux communistes en sortant dans la rue, en récitant des discours d'indépendance, faisant face aux militaires soviétiques, militaires qui finissent par se ranger du côté de Yeltsin et de la Russie. L'URSS perd son armée, l'URSS perd toute son influence et crédibilité, l'URSS est humiliée et finit quelques mois plus tard par ne plus officiellement exister. La nouvelle Russie est née et le premier président Yeltsin devient le héros qui a terrassé l'Union soviétique, apporté la liberté et va rendre les jours meilleurs. Ah bah ça a foiré quelque part, hein. Sur les conseils du FMI, de la Banque internationale et sous l'impulsion américaine, les réformes de la thérapie de choc sont immédiatement lancées pour passer rapidement de l'économie soviétique à une économie de marché. Fiasco total. Devant cet échec manifeste, en 1993, le Parlement souhaite destituer le président Yeltsin. Ce dernier refuse et s'accroche à son poste. Des combats aux allures de guerre civile prennent place à Moscou pendant plusieurs jours. Et bien qu'une partie de l'armée a refusé d'obéir aux ordres du président, des forces spéciales finissent par prendre d'assaut le Parlement, les députés sont matés, emprisonnés, Yeltsin reste président. Et on pouvait se demander, au travers des épisodes jusqu'à maintenant, mais pourquoi dans la Russie post-soviétique il y avait une telle anomie, pourquoi il y avait un tel laisser-aller? Eh bien quand tu sais que le gouvernement tirait sur le Parlement et les députés au char d'assaut, que faut-il ajouter de plus? Après ces événements, une fracture a eu lieu au sein de la population russe. Une partie qui accorde encore sa confiance au président, et une majorité qui commence à regretter le communisme. Pour réaffirmer son autorité, Yeltsin déclenche l'invasion de la Tchétchénie, qui se soldera par un échec et un drame à tous les niveaux, pour tout le monde. La nouvelle Russie est à terre. Militairement, économiquement, socialement, le président est terminé. 3% d'opinion favorable. Et alors que les élections présidentielles approchent, les communistes viennent tout juste de faire une percée phénoménale aux législatives. Pourtant, le parti communiste était interdit en Nouvelle-Russie. Mais l'interdiction n'a jamais réellement été appliquée, par peur que ça révolte la population. De cette manière, on les laisse traîner dans un coin, il y a quelques personnes qui votent pour eux, et puis voilà, ça se termine là. Sauf que non, ça ne s'est pas terminé là. Au contraire, face au fiasco de la privatisation, le parti communiste prend subitement énormément d'ampleur. Son leader ne met pas de gants. Hein. Il souhaite ouvertement restaliniser la Russie, rétablir l'ordre, rétablir la dictature. Et c'est ce qui était attendu. Les Russes étaient prêts à y retourner. Les Russes voulaient y retourner. De manière tout à fait légale, par le scrutin, les communistes étaient en train de reprendre le pouvoir en Russie. En 96, on est littéralement à 2 doigts de retourner en URSS. Mais il y en a pour qui retourner en URSS n'arrangeait pas leurs affaires. Il y en a pour qui cette situation était inenvisageable. Les nouveaux Russes, les oligarques, les bandits, les personnes qui ont justement pu s'enrichir grâce à la fin du communisme, et qui comptaient bien garder leurs acquis. Le gouvernement des États-Unis également, qui vient de faire de la Russie un allié, ou plutôt une succursale. Ils viennent de gagner la guerre froide, c'est pas pour y retourner. Donc ces nouveaux Russes et leurs banquiers vont mettre à disposition leurs fonds colossaux pour redonner une image et une opinion favorable de Yeltsin dans les médias. Washington, quant à eux, enverront leurs meilleurs experts en campagne électorale à Moscou pour le coacher. Le gouvernement français de l'époque apportera lui aussi son soutien à la candidature de Yeltsin face aux communistes. Bref, il fallait tout faire pour que Yeltsin puisse gagner ses élections et barrer la route à la menace rouge. Et c'était serré, mais ça a marché. Dans un scrutin qui, encore aujourd'hui, est entaché de fraude, Yeltsin passe face au candidat communiste
et reste président de la Russie malgré son impopularité. La population, usée, fatiguée, ne contredira pas l'élection. La suite de l'histoire est d'autant plus tragique que la situation économique, déjà catastrophique, va s'empirer en 98, le gouvernement sera de plus en plus instable avec une ribambelle de premiers ministres qui se succéderont les uns après les autres, mais à la surprise générale, Yeltsin nommera un dernier premier ministre, inconnu de la population russe, peu connu du monde politique, Vladimir Poutine. Jusqu'alors, à ce poste, on avait plutôt le droit à des hommes d'affaires, des hommes du monde de la finance, pour s'occuper de la thérapie de choc justement. Là, on retrouve un ancien officier du KGB soviétique, ancien espion, chef des services secrets, que personne n'attendait voir à ce poste. Bref, l'invité surprise. Et deuxième surprise générale, Yeltsin démissionne le 31 décembre 99 à 23h59. La minute d'après, à la première seconde de l'an 2000, Poutine devient automatiquement le président de la Russie. Par intérim, puis président en bonne et due forme, quelques mois plus tard, en se faisant élire dès le premier tour. Une ascension plus que fulgurante, une ascension éclair. Yeltsin lui remet la constitution, Yeltsin lui remet la valise nucléaire, Yeltsin lui remet le poste de dirigeant de la Russie. Et c'est à partir de là que se termine la Russie post-soviétique pour laisser place à la Russie contemporaine, plus connue sous le nom de Russie de Poutine en Occident. Mais c'est un gros morceau, donc on va souffler un peu. Avant de s'y mettre, on va faire une petite pause. En toutes circonstances, tout ça s'est passé en Russie. Et avec vous, c'était GouVHD.